L'accusé, s'il vous plaît. Bien, je voudrais d'abord m'assurer que les interprètes m'entendent bien, que les cabines sont prêtes. Bonjour, Monsieur le Président, nous vous entendons. Bien, je voudrais, Monsieur le greffier, que vous appeliez l'affaire inscrite au rôle aujourd'hui. Donc, il s'agit de l'affaire IT 9514T, le procureur contre Tihomir Vlaskić. Bien. Identification des parties, s'il vous plaît, côté du bureau du procureur. Good morning, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs les juges. Bonjour, messieurs les collègues. Je suis Marc Harmon, mes collègues Gregory Kiok et Maître Cayley. Et Monsieur Simon Cooper. Good morning, Mr. President, Bonjour. Your Honors. It's a pleasure to see you. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs les juges. J'ai du plaisir à vous rencontrer aujourd'hui. Je suis Rachel Raymond et Monsieur Anton Obilo m'accompagne. Nous représentons les intérêts du général Vlaskić. Bien, nous pouvons donc à présent commencer. La Chambre rend aujourd'hui son jugement dans l'affaire le procureur contre Tihomir Vlaskić, l'accusé ici présent. Je précise que, sauf indication contraire, je m'exprime au nom de la Chambre, que j'ai l'honneur de présider, et que la décision que nous rendons a été rendue à l'unanimité. Le juge Shahaboudine a joint au jugement une déclaration. En introduction, d'abord, je voudrais évidemment remercier la Chambre, au nom de la Chambre, tous ceux qui ont permis que ce procès, important par le niveau hiérarchique de l'accusé, difficile par la quantité d'informations recueillies à l'audience et la longueur de la procédure, ait pu se dérouler dans les meilleures conditions. La Chambre voudrait tout d'abord rappeler que plusieurs juges ont dû renoncer à participer au procès jusqu'à son terme. Le juge Deschênes, comme vous le savez, malgré son engagement et son énergie, fut contraint de démissionner pour cause de maladie. Et j'en profite pour remercier une nouvelle fois le juge Shahaboudine d'avoir accepté de lui succéder immédiatement dans les jours qui ont suivi son élection, permettant ainsi que le procès commence à la date prévue. Je pense également, et nous pensons également au juge Riyad, que la maladie aura écarté pendant plusieurs mois du tribunal. Ce n'est pas sans hésitation que la Chambre, après avoir consulté les conseils de l'accusation et de la défense, ainsi que l'accusé, a demandé à le voir remplacé. Mais elle savait pouvoir compter sur le dévouement total du juge Rodriguez, qui eut la lourde tâche de prendre connaissance en très peu de temps de l'ensemble du dossier. Je voudrais aussi que chacun soit conscient du travail remarquable fourni par toutes ces personnes que l'on oublie parfois, mais qui, jour après jour, ont préparé les comptes rendus, 18 000 pages en version française, 25 000 en version anglaise, qui ont filmé, qui ont enregistré les audiences, édité ces enregistrements qui resteront pour l'histoire, faire en sorte que les témoins soient protégés, ont traduit des milliers de pages de documents, ont interprété les débats, malgré la rapidité des déclarations, y compris de celui qui vous parle, malgré le caractère technique des mots ou expressions employées, malgré les reproches qui leur étaient parfois manifestés lorsqu'une expression était, selon son auteur, imparfaitement rendue. Enfin, la Chambre tient à exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qu'elle a reçue du greffe, bien sûr, et puis également de M. Olivier Fourmy, le juriste de la Chambre, et de tous les assistants, qu'ils en soient profondément remerciés. Je voudrais aussi rendre hommage au Conseil de l'accusation et au Conseil de la défense pour leur attitude remarquable tout au long du procès, manifestant ainsi que la passion des débats n'exclut pas la courtoisie, au moins à l'égard des juges, et que la défense des intérêts que l'on représente n'oblige pas au conflit permanent. Les débats ont donc toujours été de grande qualité et nous nous en félicitons. Enfin, je ferai observer que l'accusé a déposé en qualité de témoin pendant près de 12 semaines, y compris le temps consacré au contre-interrogatoire et aux questions des juges. Je dois souligner que le général Vlaskić s'est tout au long du procès toujours comporté avec déférence envers les juges. Je voudrais aborder la longueur de la procédure dans cette introduction générale. Ce procès n'aura eu dans sa forme qu'un seul défaut. Nous en sommes bien conscients que nous devons à l'avenir réfléchir tous pour efforcer d'y remédier, c'est sa longueur. Je rappellerai que commencé le 24 juin 1997, les débats ont été déclarés clos un peu plus de 2 ans après, le 30 juillet 1999.
Pendant ces quelques 2 ans, la Chambre aura entendu 158 témoins, reçu près de 1500 pièces à conviction, pour l'essentiel des documents écrits, dont certains comportent plusieurs centaines de pages. Les parties ont remis des conclusions tellement détaillées qu'aujourd'hui encore, la traduction en langue française n'en est pas enregistrée au greffe. Naturellement, la Chambre a tenu à reprendre l'ensemble des éléments du dossier. Elle a vérifié tous les arguments avancés, les a examinés entre eux, et à la lumière, bien sûr, des pièces à conviction. Elle note à cet égard que les parties lui ont remis un assez grand nombre d'ordres, de rapports émanant de l'accusé, ordres dont chaque élément a son importance, le contenu proprement dit du document, naturellement, mais aussi ses destinataires, le jour, l'heure même de son émission, ses références lorsqu'elles existent, tout ce qui permet de confirmer ou d'infirmer les déclarations des témoins. À cet égard, la Chambre ne peut que déplorer que toutes les informations disponibles ne lui soient pas parvenues, notamment pour ce qui est des archives, où sont peut-être encore gardés d'autres ordres ou rapports émanant de l'accusé, de ses supérieurs ou de ses subordonnés. Elle doit se féliciter en revanche de l'attitude de certains États non issus de l'ex-Yougoslavie ou de certaines entités qui ont su faire preuve d'une véritable coopération avec le tribunal et ont, la Chambre le sait, fourni aux parties une masse considérable d'informations. Au total, il aura fallu 7 mois à la Chambre pour se prononcer, 7 mois pour vérifier, élément de preuve par élément de preuve, témoignage par témoignage, si et dans quelle mesure la responsabilité du général Blaskić dans les faits qui lui sont reprochés était établie. Avant de l'expliquer, il convient sans doute de rappeler les crimes qui lui ont été reprochés par l'accusation, rappeler aussi les principaux arguments de sa défense. La Chambre précisera ensuite dans quel cadre le conflit en cause s'inscrit et comment il doit être qualifié. Puis, elle rappellera brièvement les faits, en tout cas certains des faits les plus marquants du conflit. Enfin, la Chambre présentera ses conclusions quant à la responsabilité de l'accusé au regard des crimes commis et de leur caractère discriminatoire. Les crimes reprochés à l'accusé. Tihomir Blaskić est accusé d'avoir, entre le 1er mai 1992 et le 31 janvier 1994, commis, ordonné, planifié ou aidé et encouragé un crime contre l'humanité, de persécution, pour meurtre, atteinte grave à l'intégrité physique, attaque contre les agglomérations, destruction et pillage de biens, traitement inhumain de civils, transfert forcé de civils. Des crimes contre l'humanité pour meurtre et atteinte à l'intégrité des personnes, des infractions graves aux conventions de Genève et des violations des lois aux coutumes de la guerre, le chef d'eux ayant été abandonné par l'accusation, je n'en parlerai pas. Ces violations aux lois aux coutumes de guerre concernent des homicides, des atteintes graves à l'intégrité physique, destruction, pillage de biens, destruction d'édifices consacrés à l'enseignement ou à la religion, traitement inhumain ou cruel infligé à des détenus, y compris prise d'otages et utilisation comme boucliers humains. Et tous ces crimes commis au préjudice de la population musulmane de Bosnie centrale et notamment de la vallée de la Lasva, c'est-à-dire plus précisément dans les municipalités de Vitesse, Busovača et Kiseljak, et dans une certaine mesure de Zenica. Il est également reproché au général Blaskić de ne pas avoir, sachant ou ayant des raisons de savoir que des crimes étaient sur le point d'être commis ou l'avaient été, il lui est reproché de ne pas avoir pris les mesures raisonnables permettant de les empêcher ou d'en punir les auteurs. Ceci était le rappel des crimes qui sont soutenus par l'accusation. À ces crimes, comment a répondu le général Blaskić ? Le général Blaskić a présenté une série d'arguments que la Chambre, évidemment, ne peut ici que rappeler sommairement, mais qui ont été longuement exposés tout au long du procès, plus spécialement d'ailleurs lors du témoignage de l'accusé et naturellement dans les conclusions finales remises à la Chambre. Ces arguments touchent d'abord aux circonstances de l'époque. Le général Blaskić se trouvait, selon lui, dans une position d'assiégé, en quelque sorte, en but aux attaques des forces musulmanes, dont l'objectif, les forces musulmanes, était de prendre le contrôle de la vallée de la Lasva en séparant les municipalités les unes des autres. Dans ces conditions, et malgré ses efforts, il lui était impossible d'assurer un système de commandement approprié
notamment du fait de la difficulté de communiquer de l'une des municipalités à l'autre. La défense a souligné en outre que les exactions commises par les forces musulmanes expliquent le comportement désordonné des troupes croates, troupes croates étant pris dans un sens général, lesquelles n'étaient au demeurant constituées pour l'essentiel que de soldats mal entraînés et ayant tendance à obéir aux autorités locales plutôt qu'à ses ordres. Bien plus, les exactions commises auraient été le plus souvent, notamment dans le cas d'Armici, le village d'Armici, ou pour le camion piégé de Stari Vitez, le fait d'unités ne relevant pas de sa chaîne de commandement, qu'il s'agisse de la police militaire ou d'unités spéciales comme les Vitezovi. En tout état de cause, le général Blaskić n'aurait jamais donné l'ordre de commettre des crimes. L'attaque sur Gorbavica, qui est un autre village, démontre, selon elle, que lorsque l'accusé ordonne une attaque, celle-ci s'organise dans le cadre des lois de la guerre, les exactions ayant suivi cette attaque n'étant que le fruit des actes commis par des civils animés d'un esprit de vengeance et laissés libres d'agir de par la carence des autorités de police. Au demeurant, le général Blaskić aurait toujours pris soin de rappeler par de nombreux ordres écrits la nécessité du respect du droit humanitaire. Il ne lui aurait pas été interdit de détenir des civils, ne serait-ce que pour assurer leur protection. Enfin, la défense soutient que les lois applicables à l'époque permettaient d'utiliser des équipes de travail pour le creusement des tranchées. Excusez-moi. Nous allons maintenant aborder les conclusions de la Chambre. Avant d'aborder la responsabilité de l'accusé proprement dite, la Chambre tracera le cadre géographique, politique et militaire de cette affaire et rappellera les crimes spécifiques qui ont été perpétrés. Le cadre général dans lequel s'inscrit le conflit est un cadre à la fois géographique, un cadre politique et militaire. La vallée de la Lasva, telle qu'elle est envisagée dans l'acte d'accusation, est une zone qui se situe à environ 30 km au nord-ouest de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'une région qui est traversée par une route qui suit du sud-est au nord-ouest le trajet Sarajevo-Kiseljak, se poursuit vers Buzovaca et reprend vers Vitez, puis vers Travnik. La distance séparant Kiseljak de Vitez est d'environ 30 km. La route se situe en contrebas des collines. La défense a présenté une maquette qui, si elle exagère les hauteurs des collines avoisinantes, la défense a précisé que les hauteurs avaient été multipliées par 3, permet de se rendre compte de l'importance de cette route pour toute la région, en particulier sur le plan économique et militaire. L'ensemble des municipalités de Vitez, Buzovaca et Kiseljak correspond à un espace étroit qui s'étendrait, par exemple, de La Haye à Skipol et Haarlem. Cette région présente également une autre particularité, c'est de comprendre une importante population croate. Selon le recensement de 1991, les populations musulmanes et croates se répartissaient de la manière suivante. Pour la municipalité de Vitez, 11 514 musulmans et 12 675 croates. Pour la municipalité de Buzovaca, 8 451 musulmans et 9 093 croates. Pour la municipalité de Kiseljak, 12 550 croates et 9 778 musulmans. La ville de Zenica, pour sa part, comptait une majorité de musulmans, 45% pour 16,5% de croates. S'agissant du cadre politique et militaire, la Chambre estime que les crimes perpétrés dans la région que nous venons d'évoquer ont été commis, certes, dans le contexte d'un conflit armé entre musulmans et croates de Bosnie, mais surtout dans le cadre d'un conflit armé international. Au début de l'année 1992, Tihomir Blaskić est à Vienne, en Autriche, après avoir démissionné de l'armée ex-yougoslave, la JNA. En février 1992, il est, selon ses déclarations, rappelé à Kiseljak, d'où il est originaire, par le conseil municipal qui compte s'assurer de ses services pour organiser la défense de la municipalité contre les Serbes. À son arrivée, Croates et musulmans coopèrent à cette fin. Mais la situation se dégrade rapidement. Dès le 8 avril 1992, les Croates de Bosnie
organisé au sein de la communauté démocratique d'Herzeg-Bosna, que nous appellerons désormais HZHB, qui avait été créée le 18 novembre 1991. Donc ces Croates de Bosnie, organisés de cette façon, instituent le HVO, on peut traduire Conseil de défense croate, qui est une structure à la fois militaire et politique. Le lendemain, 9 avril 1992, les musulmans créent la défense territoriale, la TO, qui deviendra à la fin de 1992 l'armée musulmane de Bosnie-Herzégovine, ou encore l'ABIH. Par ailleurs, je rappellerai que le 6 avril 1992, la République de Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance. Dès le 7 avril, la Croatie reconnaît la Bosnie-Herzégovine comme État indépendant. Mais en même temps, la Croatie accorde la citoyenneté croate aux membres de la nation croate de Bosnie-Herzégovine qui en feraient la demande. Le 18 mai, le Conseil de sécurité des Nations Unies recommande l'admission de la République de Croatie aux Nations Unies et le 20 mai, celle de la République de Bosnie-Herzégovine. Au même moment, le Conseil de sécurité demande que cessent les interventions extérieures sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et que les unités de la JNA ou celles de l'armée croate, que nous appellerons la HV, s'y trouvant, s'en retirent ou se placent sous l'autorité du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, ou soit dissoute, ou soit désarmée. C'est la résolution 752 du Conseil de sécurité. Nous sommes donc en mai 1992. La présence de forces extérieures est donc avérée d'une manière générale. Mais qu'en est-il de la région qui nous préoccupe? Les éléments de preuve présentés offrent des visions apparemment contradictoires et floues que la Chambre s'est efforcée de clarifier. Il en résulte un tableau assez simple, malgré la diversité des situations locales. Comme la Chambre l'a indiqué, la vallée de la Lasva est une zone où les Serbes ne représentent qu'une minorité de la population. Mais les forces serbes ne sont guère éloignées. Elles sont à Jace, à l'ouest de Travnik. Elles se rapprochent de Kiseljak au sud-est. Il faut tenir le front. Il s'agit donc de contrôler les armes, de les prendre où elles se trouvent, dans les casernes de l'ex-JNA, comme à Kiseljak ou à Kaunik. Il faut ensuite les distribuer. Et cela va être la source de conflits qui vont être d'autant plus violents que les nationalismes vont s'exacerber. Certains Croates de Bosnie sont particulièrement virulents. La HZHB, communauté croate d'Herzeg-Bosna, je le rappelle, connaît des dissensions internes entre les partisans du multi-ethnisme, en tout cas d'une cohabitation avec les musulmans, et les nationalistes croates les plus durs. Ces derniers reçoivent incontestablement le soutien de Zagreb. Conflit international, c'est la caractéristique du conflit en cause. Il s'agit bien d'un conflit armé international. La République de Croatie ne s'est pas contentée d'un rôle de spectateur, ni même de chercher à seulement protéger ses frontières. Elle est intervenue dans le conflit, opposant les musulmans et les Croates de Bosnie centrale. Rappelons, Franjo Tudjman et Slobodan Milosevic se sont rencontrés en mars 1991 pour discuter d'un partage de la Bosnie-Herzégovine qui aurait conduit à la disparition de celle-ci, au moins en tant qu'entité distincte. Selon un témoin de la défense, la Croatie nourrissait des ambitions sur les territoires considérés comme croates de la Bosnie-Herzégovine depuis 150 ans. Le nationalisme du président Tudjman et ses ambitions territoriales sont en tout état de cause apparues évidentes à nombre de ses interlocuteurs, qu'il s'agisse de Lord Owen ou des témoins Paddy Ashdown, II et X entendus par la Chambre. Vous concevrez que nous sommes obligés de protéger toujours par leur pseudonyme certains des témoins qui sont venus jusqu'ici. La Croatie, comme certains de ses officiers les plus haut gradés, comme le général Bobetko, l'amiral Domazé ou le général Petković l'ont reconnu, a envoyé des troupes au sud de la Bosnie-Herzégovine en territoire bosniaque. Mais elle ne s'est pas limitée à cela. Les éléments de preuve rappelés par la Chambre dans son jugement le démontrent. Les troupes de l'armée de Croatie, la HV, ont été repérées en de nombreux endroits du territoire bosniaque, y compris dans la vallée de la Lasva.
Des documents montrent que de très nombreux soldats de la HV ont servi au sein du HVO et des ordres leur avaient été donnés pour qu'ils retirent leurs insignes de la HV et les remplacent par ceux du HVO. La plupart des officiers du HVO étaient en fait des officiers de la HV. Le général Blaskić, qui faisait exception à l'époque, n'est-il pas lui-même aujourd'hui inspecteur de l'inspection générale de l'armée de la République de Croatie? Cette présence des hommes fut renforcée par une aide matérielle importante. La Chambre convient qu'une certaine aide a pu également être fournie par la Croatie à la Bosnie-Herzégovine dans son ensemble. Mais cette aide s'est tarie, en tout cas dans la région, pendant la période considérée, alors que le montant de l'aide de la Croatie à l'ensemble des structures de l'Herzeg-Bosna a été évalué à 1 million de marks allemands par jour. Les objectifs des nationalistes croates de Croatie étaient partagés à l'évidence par de nombreux membres du HVO et de la communauté croate d'Herzeg-Bosna. Mate Boban, président de cette communauté bien sûr, mais aussi Anto Valenta, président du HDZ, de l'Union démocratique croate de Vitesse, puis président du HDZ pour la HZHB, dont les écrits nationalistes sont révélateurs. Ignac Kostroman, secrétaire général de la HZHB, Dario Kordic, vice-président de la HZHB, dont les discours enflammaient les Croates de Bosnie. La Chambre citera ici, pour exemple, le compte-rendu d'une réunion du 12 novembre 1991, signé Mate Boban et Dario Kordic. Je cite, « Le peuple croate de Bosnie-Herzégovine doit enfin opter pour une politique active et déterminée en vue de réaliser le rêve éternel, un État croate commun. » Toujours est-il qu'il n'est pas admissible pour ces nationalistes que les musulmans puissent vouloir disposer d'une défense. La défense territoriale bosniaque, la TO, je l'ai rappelé tout à l'heure, est créée le 9 avril 1992. Le 10 avril, Mate Boban proscrit cette TO sur le territoire de la HZHB. Le général croate Rosso confirme cela par un ordre du 8 mai. Et le 11 mai, Tihomir Blaskić met en œuvre cet ordre en déclarant la TO, la défense territoriale, illégale sur le territoire de la municipalité de Kiseljak. Nous y reviendrons. Abordons maintenant le conflit dans la vallée de la Lasva. De mai 1992 d'abord à janvier 1993, ensuite nous parlerons de l'embrasement de la vallée de la Lasva en avril 1993, mais entre ces deux périodes, nous ferons un détour par un événement politique et diplomatique qui a joué un rôle important, c'est le plan Van Soen. D'abord, de mai 1992 à janvier 1993. Je voudrais savoir si je ne vais pas trop vite pour les interprètes. Ça va? Oui, ralentissez un peu, Monsieur le Président. D'accord, bien. De mai 1992 à janvier 1993. Ainsi, à compter de mai 1992, les tensions entre les populations musulmanes et croates vont croître. Les incidents éclatant plus particulièrement lorsqu'une partie croit pouvoir remporter un gain tactique ou stratégique. Contrôle d'un village, d'une ville, d'anciens entrepôts militaires, d'une route. Les provocations et les incidents se multiplient, comme le fait de hisser le drapeau croate sur des bâtiments publics, ou l'enlèvement d'officiers d'origine croate. L'on va assister aux premières destructions de mosquées et de maisons musulmanes, aux premiers meurtres de civils, aux premiers pillages. Sur un territoire étroit, nous l'avons vu, on voit s'ajouter au mouvement de réfugiés croates, mais surtout musulmans, chassés de leurs terres par les actions des forces serbes, les déplacements internes de populations musulmanes chassées de leurs habitations par les exactions croates. L'accusé, alors le colonel Blaskić, il est aujourd'hui général de l'armée de la République de Croatie, c'est le grade sous lequel la Chambre le connaît. L'accusé donc est nommé commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale le 27 juin 1992. Cette nomination est ordonnée par qui? Par le général de l'armée de la République de Croatie, Ante Rozo. La zone opérationnelle comprend notamment, conformément à l'ordre donné par qui? Par un général croate, Milivoje Petković. Cette zone comprend les municipalités qui nous concernent aujourd'hui, celles de Vitez, Busovača
et Kiseljak. Et en août 1992, de sérieux incidents éclatent autour du village de Douri, au sud de Kiseljak, dont la mosquée sera détruite. À l'automne, la situation se dégrade rapidement. Le HVO essaie de forcer les musulmans à remettre leurs armes. Des coups de feu sont tirés à vitesse et dans les environs. Le 20 octobre 1992, les musulmans établissent un barrage sur la route à hauteur d'Armici. Selon eux, les musulmans, il s'agissait d'empêcher les troupes du HVO de renforcer les positions croates à Travnik. Les Croates, pour leur part, soutiennent que leurs forces montent au front contre les Serbes à Jace. Quoi qu'il en soit, un soldat croate est tué. Le barrage est renversé et les armes des musulmans sont confisquées. Les tensions restent vives alors que les forces en présence s'organisent. L'accusé crée des brigades dans le cadre d'une structure militaire. L'armée de Bosnie-Herzégovine crée son 3e corps qui est basé à Zenica. J'ai dit que je ferai un détour par un élément de diplomatie qui a joué son rôle. C'est le plan Van Soen. Le 2 janvier 1993 est présenté le plan Van Soen. Ce plan de paix définit entre autres une Bosnie-Herzégovine décentralisée, organisée en 10 provinces, chacune bénéficiant d'une autonomie substantielle et devant être administrée par un gouvernement local démocratiquement élu. Selon les déclarations d'un témoin de la Chambre, toute la logique du plan correspondait à un partage du pouvoir avec prédominance d'une nationalité dans certaines zones, mais pas pour autant dénégation des autres nationalités. Le pouvoir devait s'exercer dans le respect des minorités. Il faut comprendre que la vallée de la Lasva se retrouvait pour une grande partie dans la province 10. Et pour le reste de cette vallée, la partie sud de la municipalité de Kiseljak, dans la province 7. Le plan, qui était prévu, revenait à attribuer les responsabilités principales dans la province 10 aux Croates et aux musulmans dans la province 7. Mais dans l'esprit des nationalistes croates, et notamment de Mate Boban, président de la HZHB, de la communauté croate d'Herzeg-Bosna, cela signifiait que la province 10 était croate, certes, mais cela signifiait aussi que des territoires qu'on considérait comme historiquement croates, selon lui, allaient être inclus dans la province 7 à majorité musulmane, ce qui n'était pas acceptable à ses yeux. Il convenait en tout cas d'assurer la domination croate dans les régions concernées. Il faut bien dire que le plan Van Soen n'a jamais trouvé à s'appliquer en tant que tel sur le terrain. Mais les Croates, et notamment les Bosno-Croates, en anticipant sa mise en œuvre, puis en voulant l'exécuter unilatéralement, portent une lourde responsabilité dans le déroulement du conflit. Dès le 15 janvier 1993, Mate Boban adressait un ultimatum aux musulmans, leur ordonnant notamment de remettre leurs armes. Face à leur refus, les forces croates engagèrent des actions destinées à mettre en œuvre de force la croatisation des territoires. Des centaines de musulmans furent arrêtés et pour beaucoup emprisonnés à Kaonik, dans les anciens entrepôts de la JNA. Nombreux sont ceux qui furent battus, la plupart dut aller creuser des tranchées, souvent dans des conditions inhumaines, exposés au feu de l'ennemi, battus, voire tués, parfois servant de bouclier humain. Les efforts considérables déployés par la mission de contrôle de la Commission européenne, ECMM, et les forces des Nations Unies de la Force-Pronu permirent d'une part la libération des prisonniers et d'autre part le cantonnement du conflit. Mais cette situation ne devait pas durer et nous avons abordé, mes collègues et moi, la partie concernant l'embrasement de la vallée de la Lasva en avril 1993. Le 15 avril, les Croates, notamment par la voix de Dario Kordic, lors d'une réunion publique télévisée, lançaient un nouvel ultimatum. Tiomir Blaskić déclarait également à la télévision que des soldats du HVO avaient été attaqués à Nadioci. Par ordre écrit, il ordonnait aux brigades du HVO et à l'unité spéciale des Vitezovi de riposter par le feu si elles étaient attaquées, puis aux brigades du HVO
et au 4e bataillon de police militaire de se défendre contre ce qu'il appelait les attaques terroristes des musulmans. Le 16 avril, à 1h30 du matin, le colonel Blaskic, à l'époque, émettait un ordre de combat destiné à la brigade Vitesse et aux unités indépendantes Turtko pour, je cite, prévenir les attaques des forces musulmanes extrémistes. Les formations concernées devaient être prêtes, je cite, à faire feu à 5h30 le 16 avril 1993. De fait, le 16 avril 1993, à 5h30 du matin, puis dans les jours qui suivirent, la vallée de la Lasva devenait le théâtre de multiples crimes. Civils tués ou blessés, maisons incendiées, minarets abattus, mosquées détruites, femmes et enfants séparés des hommes et n'ayant d'autre choix que de fuir, femmes violées, hommes emprisonnés, frappés, conduits pour creuser des tranchées jusque sur le front. Partout, le même scénario ou presque. Une attaque d'artillerie d'abord, en utilisant sans aucune préoccupation quant aux conséquences des moyens parfois artisanaux, on a beaucoup parlé des bébés-bombes, puis attaque de l'infanterie, peu importe que l'objectif ait pu présenter, au moins partiellement, un intérêt militaire, il convient de faire en sorte qu'une fois le terrain conquis, les musulmans ne puissent plus y vivre. C'est tellement vrai que des villages qui n'étaient pas défendus et qui ne constituaient pas un objectif militaire sont détruits. 16 avril 1993, Armici. Un village dont la très large majorité des habitants est musulmane, qui est connu pour l'intensité de la pratique et de l'enseignement de la religion musulmane, dont la plus grande des mosquées vient d'être reconstruite. Un village en hauteur qui surplombe la route principale Buzovaca-Vitez, mais à quelque distance de celle-ci, un village où il n'y a pas d'armée musulmane. Il est 5h30, ce 16 avril, l'artillerie entre en jeu. Les habitants croates sont partis la veille au soir. Seuls sont restés ceux qui sont armés et veulent tuer. Tuer les musulmans affolés qui sont réveillés en pleine nuit, sortent de chez eux pour fuir et tomber sous les balles des soldats qui les attendent. Des musulmans, femmes, enfants et vieillards compris, que l'on sort de force de chez eux pour les tuer. Des musulmans qui se cachent sous leur lit, dans leur cave, qui meurent brûlés vifs dans l'incendie de leur maison. Ces faits sont connus. La défense a fini par admettre que ces faits n'étaient pas contestables dans leur matérialité. La défense, après beaucoup de tergiversations, a fini par clairement mettre en cause les troupes qui, selon elle, auraient commis tous ces crimes. La police militaire, et notamment une unité spéciale de celle-ci, les Djokeri, dont le commandant est Vladimir Santić, assisté de Anto Furunzia, poursuivi par ailleurs devant ce tribunal pour des faits en relation avec cette attaque.